Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Protéger nos amphis des ingérences et des influences étrangères. À l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales, on prend cette mission très au sérieux. Après une réflexion initiée en septembre 2023, l'établissement d'enseignement supérieur dispose de procédures à cet effet. Pour en parler, je reçois Delphine Alès, professeure de sciences politiques et vice-présidente de l'INALCO. Bonjour Delphine Alès. Bonjour. Alors l'INALCO, c'est 106 langues étrangères qui sont étudiées et apprises, et évidemment les sciences sociales qui correspondent à ces langues-là. Effectivement, nous sommes un établissement qui dispense des enseignements sur les langues et les sciences humaines et sociales qui permettent de comprendre les contextes dans lesquels les langues que nous enseignons sont parlées. Et nous avons pour vocation de doter des étudiants, mais aussi des professionnels en formation continue, de connaissances et de compétences à la fois linguistiques et méthodologiques pour accéder à la compréhension des aires extra-occidentales sur lesquelles nous travaillons. Alors donc par exemple, j'apprends le russe et le chinois et en même temps j'apprends la civilisation russe, la civilisation chinoise, la politique, etc. Vous apprenez l'histoire, la sociologie et vous avez les moyens, notamment linguistiques, d'accéder aux sources primaires qui vous permettent de contextualiser les informations que vous apprenez sur ces contextes. Donc en septembre 2023, vous décidez de lancer une réflexion sur les ingérences et les influences étrangères qui peuvent nuire à vos enseignements. Qui peuvent en tout cas contribuer à limiter la liberté académique de nos enseignants-chercheurs et la liberté de parler de manière critique de l'ensemble des contextes sur lesquels nous travaillons. C'est une réflexion qui s'inscrit dans un contexte international et national dont nous avons très fortement conscience. Il y a eu un certain nombre de rapports, notamment parlementaires, français et européens, sur cette question des ingérences et influences, notamment idéologiques. Des services de renseignement également, à Absolument. travers la délégation au renseignement de la délégation parlementaire au renseignement. Donc sur la question des ingérences et influences, notamment idéologiques à l'université. Et j'avais une insatisfaction à l'égard de la manière dont le sujet est très fréquemment cadré dans ces rapports, dans ces analyses. Très souvent, on a tendance à considérer, c'est ce qui ressort de beaucoup de rapports, qu'il y a une forme de naïveté universitaire sur le sujet. Mon constat est que mes collègues sont très conscients de ces enjeux, mais qu'on manque de processus pour les prendre en charge de manière rationalisée au sein des établissements. Alors, et qu'on manque de moyens. C'est vrai que cette naïveté, on l'entend. Moi, je l'entends très clairement de la part des services de renseignement qui ont extrêmement du mal à sensibiliser les enseignants-chercheurs et les chercheurs en particulier sur ces problématiques. Alors je pense que les enseignants-chercheurs, et en particulier ceux qui, comme à l'INALCO, travaillent sur des contextes où la question est tangible, sont très sensibilisés à titre individuel. En revanche, ils ne disposent pas des moyens suffisants pour se protéger éventuellement et pour avoir des procédures de rapport, de décision qui ne les mettent pas directement en difficulté éventuellement avec leurs interlocuteurs. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a mené cette démarche au sein de l'établissement. Et on a d'ailleurs vocation à diffuser les bonnes pratiques que nous mettons en œuvre parce qu'on a besoin d'avoir des procédures qui ne soient pas individuelles mais qui ne soient pas collectives pour que la prise de conscience qui existe au niveau des chercheurs puisse déboucher sur des moyens, effectivement, de mettre en œuvre des politiques de prévention. Alors, avant de parler des moyens, je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu qu'est-ce que vous avez constaté concrètement sur le terrain. Qu'est-ce que c'est que l'influence, l'ingérence étrangère à l'INALCO ? Alors, très concrètement, ça peut se traduire de multiples manières et ça peut aller d'ailleurs de ce qui relève de l'activité régulière d'une représentation diplomatique à des choses qui relèvent davantage de la pression. On peut identifier des formes d'influence ou des formes de pression sur les activités de recherche. On peut en identifier dans le contexte de l'organisation d'événements avec parfois des manœuvres d'intimidation sur certaines thématiques. Pour être précis, alors, des ambassades ? Pas nécessairement. Ça peut être les ambassades, mais ça peut être aussi un certain nombre d'opérateurs privés, éventuellement, par exemple, qui peuvent être liés soit à des intérêts... Vous deviez recevoir le Dalai Lama en 2016. Vous avez maintenu, malgré les pressions,
de l'ambassade de Chine. L'établissement a effectivement décidé de maintenir, et l'a fait parce que ça fait partie de ses missions, une conférence du Dalai Lama. Il y a beaucoup d'autres exemples depuis, mais d'autres établissements à la même époque avaient fait le choix d'annuler cette conférence. Autre piste, c'est par exemple essayer de s'incruster dans les événements qu'organisent les enseignants, mais aussi les étudiants, c'est ça? Ou dans les enseignements, il peut y avoir des formes d'entrisme, effectivement, qui peuvent se traduire par des questions récurrentes, toujours les mêmes, orientées politiquement à d'événements scientifiques. Ça peut être des acteurs qui sont directement envoyés par des chancelleries, ça peut être des représentants d'organisations qui représentent des intérêts étrangers, ou ça peut être par ailleurs des individus qui représentent à titre personnel ou qui partagent les opinions de ces intérêts étrangers. Donc en réalité, on parle d'un phénomène qui est extrêmement diffus, et c'est aussi la raison pour laquelle, dans un environnement universitaire où prime la circulation, où prime l'ouverture et où doit primer la liberté, on ne peut procéder qu'avec une démarche de prévention et d'information. Et on veut, par exemple, aussi avoir le label Hidalgo en organisant un événement. Ça aussi, vous devez être très attentif à ça. Oui, et dans un contexte où les universités sont de plus en plus en recherche de moyens, en recherche de ressources propres, la question de l'utilisation et de la location éventuellement des locaux constitue aujourd'hui aussi une manière de tenter parfois de s'incruster au sein des murs des universités, la nôtre, mais ça vaut pour l'ensemble Pression des sur les profs, à la fois en France et quand ils partent à l'étranger, faire leur terrain? Il peut y avoir effectivement, de manière très insidieuse, c'est rarement de l'échange direct, des pressions à l'octroi de visas ou à l'accès au terrain ou à l'accès à certains interlocuteurs qui conduisent à essayer d'inciter nos collègues à s'auto-censurer. On leur laissera accéder à leur terrain ou à certains acteurs qui sont jugés essentiels pour leur recherche, mais sous réserve évidemment qu'ils soient extrêmement prudents dans leur publication. Les solutions? Les solutions, alors, reposent, et je tiens vraiment à insister sur cela, sur une démarche d'information et de prévention. C'est ce que nous avons mis en place au sein de l'établissement. Le simple fait de parler de cet enjeu contribue à une prise de conscience qui ne doit pas être limitée d'ailleurs aux chercheurs ou aux enseignants-chercheurs, mais généralisée à l'ensemble des services, puisque l'une des difficultés au sein des universités françaises, c'est le caractère très décentralisé de la prise de décision sur ces sujets. Donc, nous avons mis en place une démarche de centralisation de l'information, de discussion sur ces enjeux, et ensuite, on a besoin de procédures de rapport en cas d'alerte ou simplement d'inquiétude. On a besoin de prises de décision qui peuvent parfois être difficiles, qui soient plus collectives, pour ne pas qu'une personne, un chef de service, un collègue se trouve en situation de devoir éventuellement refuser ou dire non à un événement qui lui semble problématique, mais qu'on puisse collectiviser ces décisions. Concrètement, je suis enseignant-chercheur. On me propose d'aller en Chine, en Russie ou ailleurs pour donner une conférence. Est-ce que je viens vous voir en vous demandant l'autorisation ou simplement en vous prévenant que? Alors, vous allez de toute façon, quand vous demandez à faire une mission à l'étranger, voir une personne qui est au sein de tous les établissements, qui est le fonctionnaire de sécurité et de défense, la fonctionnaire de sécurité et de défense, en l'occurrence à l'INALCO. C'est systématique pour les autorisations de départ à l'étranger. Et vous pouvez avoir une discussion avec cette personne sur les éventuels risques liés à la mission et notamment les éventuels risques de mise en situation de dépendance. Nous avons fait le choix. Idem pour l'organisation d'événements ou pas? Idem pour l'organisation d'événements. Ça passe par le haut fonctionnaire de défense? Alors, ça passe pas nécessairement par le haut fonctionnaire de sécurité et de défense s'il n'y a pas de problématique de sécurité, mais sur l'organisation d'événements, quand nous avons des événements qui sont en lien avec des chancelleries étrangères, et c'est très régulièrement le cas, puisque nous avons vocation aussi à faire circuler, bien évidemment, et à organiser des discussions sur l'ensemble des contextes sur lesquels nous travaillons, nous tenons, et c'est désormais réglementaire, à ce que ces événements soient systématiquement faits en présence d'un enseignant-chercheur qui pourra apporter un regard critique sur les propos qui sont tenus. Donc une certaine centralisation quand même? C'est pas vraiment une centralisation, c'est se recentrer sur nos missions, c'est-à-dire faire en sorte que l'université ne soit pas un lieu de diffusion de discours qui peuvent être des discours politiques ou orientés sans contextualisation scientifique. Et donc faire en sorte que des événements qui mettent en scène éventuellement des représentants politiques ou des représentants diplomatiques s'inscrivent toujours dans une démarche qui est une démarche critique et réflexive qui correspond aux missions de l'université. J'ai vu que vous proposez quand même, enfin vous demandez, vous trouvez qu'il y a la nécessité d'avoir un opérateur national, voire européen,
Pourquoi? Oui. Qui puissent gérer tout ça? Tout simplement parce que les établissements n'ont pas les moyens au niveau individuel, et c'est même le cas pour les grandes universités. Moyens financiers, vous voulez dire aussi? Les moyens financiers et les moyens d'accès à D'accord. l'information. On aurait besoin d'avoir un opérateur qui soit, par exemple, en mesure d'évaluer si un établissement est soumis à des risques particuliers, si ses pratiques ou ses procédures internes de prévention sont suffisants ou sont pertinents. On a besoin d'un opérateur pour conseiller les établissements dans la mise en œuvre de bonnes pratiques qui, aujourd'hui, dans la plupart des établissements, ça existe en n'existent pas. Grande-Bretagne, ça existe aux États-Unis, ça existe en Australie, qui a eu quelques soucis avec la Chine et certains étudiants. Ça existe en France en matière de cybersécurité. L'ANSSI fait ce travail de conseil aux établissements. Ça pourrait tout à fait exister sur les questions d'influence Et vous voyez d'ingérence. un opérateur qui soit en interne uniquement au sein de l'enseignement sup ou qui travaille aussi de manière transversale avec les services de renseignement, les autres services de l'État? Je pense qu'il y a un enjeu qui est spécifique, qui est propre au champ universitaire, qui est que la démarche doit absolument être préventive et doit être menée en ayant toujours à cœur de protéger la libre circulation et la liberté académique. Et pour cette raison-là, il me semble qu'un opérateur propre au domaine universitaire est nécessaire. Merci beaucoup Delphine Alès pour Merci à vos vous. réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.